Bonjour à tous, ravi de vous retrouver les amis, les fidèles du sport auto, les passionnés, vous qui suivez attentivement, on l'espère maintenant, notre émission Green White Checkered, Laurent-Frédéric Bollet, Maxime Potard. Bonjour Maxime. Salut LFB, bonjour à tous, ravi de te retrouver après une petite absence un peu plus longue que d'habitude, hein. On a eu des petits soucis entre deux, mais on est content d'être là. Voilà, donc les fidèles ont bien remarqué que la semaine dernière, on aurait dû se retrouver, mon cher Maxime. Ça n'a pas été le cas, mais c'était reculé pour mieux sauter, comme on dit chez nous. En tout cas, avoir encore plus de plaisir à se retrouver. Et puis bon, allez, parfois, peut-être qu'il y aura une petite semaine de décalage, mais ça ne nous empêchera pas de balayer en revue toute l'actualité du sport auto. Au niveau santé, ça va, mon cher Maxime, c'est ça le principal. Oui, c'est le principal parce qu'en fait, la raison de cette absence la semaine dernière, eh bien, c'est un test Covid et un confinement de 7 jours par précaution pour nos proches qu'on respecte. On vous invite à en faire autant si malheureusement vous êtes piégé par cette saleté de Covid-19. Donc voilà, on s'en sort plutôt bien, tout va bien, tout le monde est safe, c'est le principal et on est là. Donc maintenant, place au sport auto. Et il y a des belles choses cette semaine, LFB, hein. Ouais. Juste une petite question au passage pour montrer qu'on est vraiment spontané entre nous, mon cher ami. T'as eu droit donc à l'écouvillon là dans le nez, tout ça là? Ah oui, j'ai eu droit au coton-tige de luxe extra large maxi menu. Ouais, c'est vrai que c'était assez très. En fait, c'était comme si on inspirait du chlore par le nez. Tu sais, quand à la piscine, tu bois un peu la Oui, tasse. Voilà, c'était oui. cette sensation-là. Je t'avoue que j'ai eu mal un petit peu dans le tarin pendant une bonne demi-heure, mais après, c'est passé. C'était un peu plus compliqué pour une personne avec qui je suis allé qui avait une petite 80aine d'années, hein. Donc, c'était un petit peu là, un petit peu le challenge, mais pour moi, pas de souci. Et puis voilà, ça va très très vite. Donc, vraiment. Si vous avez peur de le faire, sincèrement, allez-y parce que ça coûte pas grand-chose et ça remet en fait dans votre tête le compteur à zéro depuis le mois de mars. Pour ceux qui l'ont jamais fait ou qui n'ont pas été obligés de le faire pour le boulot, etc. Ça vous rassure et ça rassure vos proches. Évidemment, n'allez pas saturer les centres parce que c'est compliqué pour certaines personnes. Mais si vous avez des doutes, si vous pensez, etc. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches. On le dira jamais assez, mais voilà, pas mécontent de l'avoir fait. Et si c'était à refaire, je le referais évidemment parce que ben voilà, Ouais. ça rassure. Bon, écoute, moi, j'y ai toujours pas fait. Enfin, T'as de la chance dans un sens. oui, je suis pas complètement pressé de le faire, mais enfin bon, ce que tu dis, c'est pas faux non plus. Donc, écoute, on verra bien comment ça évolue. Mais bon, allez, on se retrouve tous les deux. On y va sans plus tarder, mon cher ami. Maxime, je te propose de brandir le drapeau vert, bien sûr, pour démarrer. Et on va parler Formule 1, bien sûr. Allez, on va revenir. C'était il y a quasi 2 semaines maintenant, mais ce Grand Prix de l'Eiffel, comme on l'appelle. Et puis, on parlera un petit peu du Grand Prix du Portugal là, qui se prépare au moment où on se parle, Maxime. Bon, alors, le Grand Prix de l'Eiffel, moi, j'ai envie de te dire que j'ai pas vraiment vécu le Grand Prix du siècle. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. À un moment donné, je me suis même franchement ennuyé avec Bottas, dont j'espérais évidemment qu'il aille chercher Hamilton, comme à chaque fois. Et ça m'a bien plu au départ, hein, la façon dont il va doubler Hamilton. Il se fait pas faire, il se laisse pas faire, on va dire, dans les 2 premiers virages. Et puis bon, après, il y a une erreur, il y a un problème mécanique. Enfin bref, Bottas n'est pas là. Donc du coup, évidemment, c'est Hamilton qui a la voie dégagée et qui lui permet, ce qui lui permet d'égaler Michael Schumacher au nombre de victoires dans l'histoire de la Formule 1. Bon, j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'il faut retenir. Hein. Avec du recul maintenant, tu vois autre chose dans ce Grand Prix qui t'aurait marqué, à part cette statistique finale? Sincèrement, non, hormis peut-être le podium de Daniel Ricciardo qui est enfin Oui. arrivé, mais qui est une récompense attendue depuis quelques mois parce que Renault a vraiment bien travaillé. On sait qu'au niveau de la direction de Renault, ça va changer avec Abitpool qui va devenir directeur d'Alpine pour rester en F1, mais Renault va se retirer. Enfin, ça va jouer un petit peu aux chaises musicales dans le corps dirigeant de Renault. Non, ce qui s'est passé en piste, moi, m'a plutôt intéressé, surtout le vendredi, parce que pour la première fois, en fait, alors c'était pas le cas en France, mais en Belgique, en Allemagne et dans 2-3 autres pays, la Formule 1 avait proposé la diffusion gratuite et sur YouTube de l'entièreté du Grand Prix de l'Eiffel. Donc on avait les 3 séances d'essais libres, on avait quand même les qualifs et la course en live, en HD sur YouTube, sans VPN, sans problème de diffusion, sans droit, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qui est moins intéressant surtout, c'est qu'on avait un vendredi où on devait avoir les débuts de 3 pilotes en Formule 1, notamment un certain Mick Schumacher, et qu'on s'est tous fait avoir par le mist, hein, le brouillard qui est venu couvrir l'Eiffel. Alors c'est un peu typique hein, dans cette région, je vous raconte pas que pendant les 24 heures du Nürburgring, on a eu 7 heures de drapeau rouge pour la météo. C'était là il y a quelques semaines, mais voilà. Je pense que ce qui s'est passé au Nürburgring était un Grand Prix très classique. Dommage pour Bottas, Verstappen deuxième, quelle surprise. Déception des McLaren, bonne réaction des Renault qui ont pu profiter aussi des safety cars, etc. Déception tout de même pour Racing Point parce que Perez, qui sait qu'il est viré à la fin de la saison, s'arrache encore pour une 4e place. Donc bravo à Perez, qui n'est pas forcément le pilote que j'apprécie le plus, parfois un peu froid, parfois un peu distant et très Stroll dans l'âme à son époque avec les petits sous-sous mexicains. Mais
non, sincèrement, voilà, bon travail aussi de Hülkenberg, hein, qui termine 8ème alors qu'il partait à 11 h du matin, il partait de Nuremberg pour revenir au circuit. Donc voilà, Bottas a trébuché, encore une fois, j'ai envie de te dire. Vettel a fait un tête à queue, encore une fois. Leclerc sauve les meubles. Bref, j'ai un peu l'impression qu'on dit la même chose tous les week-ends, mais malheureusement, eux ne nous offrent pas la possibilité de dire autre chose non plus. C'est ça qui est dommage. Oui, non, mais t'as tout résumé. Je mets un autre tableau d'honneur à Gasly, qui est à sa place, mais qui continue de faire des très belles positions d'honneur. Hein, 6e, Oui, c'est solide. Donc avec Perez et Hülkenberg, oui, voilà, Gasly fait partie des 3 pilotes qui ont réussi à braver un petit peu les éléments et à progresser dans la hiérarchie, à nous faire un super résultat. Ricardo, le podium, tu as raison. Bravo, fallait aller le faire. On sentait qu'il allait arriver ce podium dans l'année. Bon, ben voilà, c'est le cas. Et puis ça évitera de parler pendant 107 ans de ce fameux tatouage David Bull. Bon, c'est amusant, mais enfin, au bout d'un moment, on en a un petit peu marre. C'est très Twitter, hein, tout ça, ce côté tatouage, c'est très oui, blague. Bon. Alors, je te dis pas les montages qu'on a vu passer avec un Honey Badger, avec un logo Renault ici. Enfin bref, la tête de Christian Horner, enfin bon, je t'en passe des pires et des plus horribles. Mais oui, c'est vrai que ce côté podium pour Renault, il faisait du bien à l'équipe, mais il faisait du bien aussi aux supporters, parce que je pense que Renault ne mérite pas la malchance. Alors j'étais content pour McLaren, parce que comme tu le sais, c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que Renault méritait au moins 2 ou 3 podiums cette année. La saison n'est pas finie, il y a encore des circuits intéressants, je pense à Imola notamment, où le moteur fonctionne bien, où le châssis va enfin bien fonctionner avec le moteur. Donc wait and see pour Renault, mais je pense qu'il y aura peut-être encore des beaux résultats, sans doute pour Ricciardo, parce qu'Ocon, pour moi ça devient toujours compliqué par rapport à Ricciardo. Oui, et puis même Abitbull là s'est fendu une petite déclaration où il dit non, la saison d'Ocon n'est pas un désastre. Bon, c'est un peu à double tranchant ce genre d'affirmation, parce que d'une part, on voit bien qu'il éprouve le besoin de le défendre, donc ça veut bien dire qu'il y a un peu l'attente. Et en plus, n'est pas un désastre. Bon, je n'ai pas considéré que c'était une super formule, super sympa. Mais enfin bon, c'est clair que pour Esteban, là, il va falloir repartir un peu du bon pied. Et là, oui, on attend quelque chose. Non, moi j'ai envie de te dire, les 2 enseignements de ce Grand Prix de l'Eiffel, finalement, c'est peut-être que par la force des choses, évidemment que les week-ends à 2 jours, ça va, ça fonctionne. Hein, tu fais la F1 dans sa tour d'ivoire, attendez, nous c'est 3 jours, les essais le vendredi. Non, s'il faut faire samedi et dimanche seulement, ça ira, il y aura bien un Grand Prix au bout, et il y aura bien des gens qui sont capables de performer, ou voilà tu vois ce que je veux dire. Évidemment que c'est possible de faire des Grands Prix de week-end de 2 jours. On en aura la confirmation pour Imola, du coup ça fait une répétition forcée, mais c'est vrai que cette année on va déjà expérimenter ça. Est-ce que tu ne penses pas que justement le fait qu'il y ait une séance au lieu de 3, il ne faudrait pas simplement l'allonger d'une bonne demi-heure et offrir 2 heures, voire 2 heures et demie d'essai libre, mais vraiment libre aux pilotes en termes d'utilisation des pneus. Il n'y a rien à rendre, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de... Franchement, à la limite comme les qualifications il y a encore une vingtaine d'années, mais vraiment reprendre ce côté libertaire des essais libres en disant... si vous voulez mettre le mode partie, le mode j'en sais rien moi, mais vraiment que ce soit au niveau moteur, pneumatique et settings, que les pilotes soient libres de faire ce qu'ils veulent pendant 2 heures, 2 heures et demie. Moi ce serait pas choquant. Par contre effectivement, si un pilote se plante, si un pilote a un problème mécanique et qu'il peut pas ramener la voiture, c'est compliqué de la réparer, à moins de changer le règlement et d'autoriser peut-être un rapatriement des voitures endommagées dans le paddock plus facilement avant la fin de la séance. Mais hormis une adaptation du règlement après un tour de circuit, même en camion ça va vite, je pense à ça, mais voilà, ça pourrait pas trop pénaliser les autres, parce que imagine une séance de 10h à 12h30, t'as la qualif à 14h, connaissant certains, si ça peut abîmer une voiture ou un demi-train, il y a du boulot à faire quand même pour les mécanos, on verra. Non, mais 2 heures, ça me semble être une bonne idée, ce serait très bien, 10h midi, effectivement, et puis qualif après le déjeuner, on va dire ça comme ça. Oui, ça me semblerait être bien s'adapter, donc on verra comment ça se passe à Imola, mais enfin bon, évidemment que s'il faut le faire, ça peut être fait, donc en tout cas le Nürburgring l'a prouvé. Et puis, écoute, la grande histoire, évidemment, c'est Hamilton qui donne le score sa 91e victoire. Donc, je me doutais qu'à la fin, il allait y avoir un petit quelque chose au niveau geste. Bon, moi, je l'ai apprécié, ce geste de Mick Schumacher, qui, de manière très humble, très sympa, vient offrir un casque à Hamilton, non? Ah bon, t'as une petite réflexion? Sincèrement, pour l'instant, Mick Schumacher, c'était un peu une Fashion Week plutôt qu'un week-end de Formule 1 pour lui. Parce qu'entre les tenues Alfa Romeo, les tenues Ferrari et remettre un casque Mercedes, je suis désolé, mais le garçon est un peu un panneau publicitaire ambulant. Alors j'ai beaucoup de respect pour lui et son papa, mais sincèrement, là, le fait qu'il aille mettre la casquette, puis qu'après il mette l'autre masque Alfa, puis qu'il court donner un casque Mercedes Monster de Schumacher...
Ouais, bon, foutez-lui un peu la paix à ce garçon, même s'il porte un nom très lourd, mais c'était compliqué, quoi. Et attends, Maxime, c'est pas tout, parce que tu sais que les dernières rumeurs, on l'envoie chez As. Ah oui, oui, alors oui, si on commence à parler du coup de l'actu au niveau des transferts, c'est vrai que c'est tu vois, il balaye tout. on transite un peu sur les transferts, mais c'est un peu le sujet d'actu, vraiment d'actu de cette partie Green Flag. Ouais, moi je le verrais tellement bien chez As plutôt que chez Alpha, parce que ben, l'équipe a besoin de jeunesse, a besoin de s'enfrer. On sait que pour Grosjean et pour Magnussen, c'est merci, bonsoir. Merci, ça fait 2 ans que j'attends qu'on leur dit merci, bonsoir. Faut pas oublier, alors je parlais de podium de Renault avec toi tout à l'heure, le dernier point et le dernier bon résultat ramené par Renault à l'époque, c'était Magnussen en Russie, à l'époque, qui avait passé Ricciardo. Donc c'était un podium, enfin c'était très compliqué pour Renault, mais là, je pense que Magnussen et Grosjean peuvent aller voir ailleurs. Ils ont fait une belle carrière, merci, bonsoir. C'est pas non plus des pilotes exceptionnels. On les a plus retenus pour leurs déboires en dehors de la piste que leurs exploits dessus. Donc, Schumacher chez As, moi ça me botte. Franchement, je pense que c'est une équipe qui est suffisamment intéressante pour lui. Moins bien qu'Alpha en termes de structure, parce que bon, faut pas quand même dénigrer le travail de Frédéric Vasseur, même si la voiture a un moteur mauvais cette année. Mais Vasseur tient bien l'équipe. Giovinazzi pourrait rester, Raikkonen devrait partir. Alors un Giovinazzi avec qui chez Alpha, on sait que Schwarzman est aussi capable d'aller chercher un volant. Avec Schumacher, si on a les 2 pilotes de la F2 chez Haas qui deviendrait vraiment un junior team proprement dit de Ferrari, moi ça me choquerait absolument pas comme Sauber l'était à l'époque, etc., etc. Donc non, moi ça me paraît parfaitement logique dans la volonté de renouveler toute l'identité, toute la valeur qu'a Haas, et peut-être pour convaincre aussi Gene Haas de rester en F1, peut-être se rapprocher un peu plus de Ferrari dans des moments difficiles, et vraiment utiliser l'équipe comme une équipe jeune, une Ferrari Academy. Et moi, les derniers bruits que j'entends, c'est que Raikkonen reste chez Alpha, ça semble être entériné, bon, tant mieux pour lui, après tout il a bien battu le record, petite parenthèse au passage, 324 départs pour Raikkonen, je le dis, je le répète, il y a 323 comme la F1 nous l'a montré. Moi je suis désolé, je refais toutes les stats. Il y a 324 départs pour Raikkonen, dans un premier départ en tout cas d'un Grand Prix. Donc les stats de la F1 sont fausses. C'est un petit peu embêtant de nous montrer ça en Mondiovision. Enfin bref, fin de la parenthèse. Oh, on a naturalisé français Michael Schumacher et, il y a quelques semaines quand on a montré les statistiques de victoire. Il y avait la moitié des pilotes qui avaient hardcore qui étaient français dans l'insert. Ça a été corrigé pour l'Eiffel, mais bon, ça fait un peu de tâche effectivement. Bon, alors, admettons que Raikkonen reste, effectivement, en tout cas c'est ce que j'entends. Giovinazzi, pour moi du coup c'était merci, au revoir, parce que moi il m'a jamais vraiment convaincu, l'italien, même si j'ai rien contre tous ces pilotes bien sûr. Je suis le premier d'ailleurs qui en parlait, je suis le premier à féliciter Romain Grosjean pour ses premiers points en 2020 après tout. C'est vrai qu'il a fait 9 là au Nürburgring, bravo, hein, bien sûr. Mais enfin on s'attend à ce que chez Haas ça change complètement. Donc moi si tu veux, j'imaginais bien Pérez chez Haas, effectivement, un côté un peu américain global, tu vois ce que je veux dire, avec un pilote d'expérience. Raikkonen à la rigueur chez Alfa Romeo pour aussi avoir l'expérience qui reste. Mais effectivement, j'imaginais Mick Schumacher chez Alfa Romeo. Maintenant, effectivement, s'il doit être chez Haas, avec par exemple un Pérez, ça me semblerait très bien, parce que j'imagine que Mick Schumacher, ça serait pas mal qu'il ait un baron à ses côtés, tu vois ce que je veux dire, en tout cas quelqu'un d'expérience, quoi. Mais en tout cas, c'est sûr que dans l'équation, il y a Schwarzman, il y a le russe, là, qui s'appelle Aylot, Mazepin. Alors Mazepin, on le dit déjà chez Haas aussi. Donc là, on va se retrouver dans une situation où, comme on était chez Sauber il y a une quinzaine d'années, on avait signé, ou Racing Point, je pense, à l'époque Force India, avait signé, je crois, Hülkenberg, Perez, Sutil, Di Resta. Enfin, ils avaient 10 contrats pour l'année à l'époque. Donc, pour prendre les sous de chacun. Hein. Ça, c'était l'affaire de notre ami Vijay Mallya. Mais là, franchement, si tu prends le pot de pilote, moi, ce qui m'intéresserait chez Haas, parce que c'est pas une équipe qui peut faire quelque chose comme Alpha aussi facilement, en tout cas qu'Alpha ou d'autres équipes. Même Williams, il faut le dire, pour moi, Haas est aujourd'hui la lanterne rouge du classement et elle mérite cette place parce que ça ne va pas dans l'équipe. Mais Mazepin, ok. Schumacher, ok. Perez, est-ce qu'il est digne de ça? Est-ce qu'il n'aura pas plus d'intérêt à aller en IndyCar? Hülkenberg, qui pourrait là aussi venir jouer un petit peu les troubles faits, qui ne veut pas s'en détacher. Est-ce qu'il va pas y avoir... Pardon. Tu te souviens, il y a le japonais Tsunoda. Oui, Tsunoda aussi. Alors Tsunoda, on en parlait aussi du côté de chez AlphaTauri, parce qu'il y aurait peut-être un changement avec Gviat. Est-ce que Pierre ne repartirait pas chez Red Bull? Est-ce qu'Albol ne serait pas demote à sa manière chez AlphaTauri? Donc ça, c'est là, on est là, on est chez le taureau. Là, on a quitté le cheval, on est chez le taureau. Oui, donc
bon, Mazepin, chez Haas, ça semble fait. Le problème, c'est qu'on va y mettre Schumacher. Perez, il pourrait retomber parfaitement en troisième pilote chez Haas et avoir aussi son mot à dire d'expérience. Ça ferait du bien à l'équipe. Schwartzmann, chez Alpha, peut-être. Aylot, Ferrari, Alpha aussi. Donc, en gros, il faut trouver la bonne combinaison entre Alpha et Haas, pour moi. Tout peut être bon pour les équipes. Il n'y a pas d'élément où je dis, ah non, lui, il faut sûrement pas le mettre. Tous ont leurs arguments. Alors toi, je sais pas, dans le line-up idéal de tout ce qu'on vient de citer comme nom, Schumacher, ça ferait bien quand même, mais est-ce que c'est pas mieux pour lui d'aller chez Alpha plutôt que chez Haas au niveau de la situation de l'équipe, quoi? Mais moi, la rumeur Schumacher chez Haas, ça me surprend effectivement, parce que j'étais persuadé que c'était évident qu'il serait chez Alfa Romeo, voilà, côté italien. Et puis c'est vendeur, attends, Raikkonen, Schumacher chez Alpha, pour la promotion, pour les bulles, ce serait terrible, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, écoute, moi, ce que j'en conclus, c'est que là, on s'amuse un petit peu à tirer des plans sur la comète, mais ça veut bien dire qu'il va y avoir des changements et un jeu de chaise musicale. Donc ça me fait plaisir, parce que c'est ce qu'on aime bien aussi chaque année, de voir un peu soit des nouveaux visages, soit des changements de baquet, etc. Et donc, bah ça se présente pas mal, ça c'est bien. Maintenant, bah écoute, moi non, j'ai rien contre personne. J'attends de voir le résultat des courses. On sait toujours que c'est pas que le sportif qui est déterminant à ce niveau-là. Bon, bah écoute, Schumacher, on sait très bien que par rapport au nom qu'il symbolise, il sera un jour en Formule 1. Où est-ce qu'il sera? On verra bien. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que Giovinazzi m'a jamais bluffé. Donc voilà, je veux pas... On ne le pleurera pas. Mais s'il était plus là, ça m'empêcherait pas de dormir, ça c'est sûr. Et écoute, bon, on verra bien. En tout cas, je te propose d'attendre un tout petit peu pour éventuellement faire le débat évident qui est la comparaison Hamilton-Schumacher dans l'histoire. On va pas le faire maintenant, si tu veux bien, parce que on va attendre que Hamilton soit tout seul en tête du classement, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est évident que ça va arriver et avant même la fin de l'année, selon moi. En tout cas, ce serait incroyable que ça n'arrive pas finalement. Mais bon, bah voilà, ce qui était attendu est arrivé. Il est au même niveau, il va dépasser Schumacher et donc Hamilton sera dans quelques semaines ou quelques jours même seulement le plus grand pilote de l'histoire au niveau du palmarès et des statistiques. Hein, on est d'accord. Et donc à ce moment-là, je te proposerais éventuellement d'essayer de se comparer un petit peu ou d'analyser tout ça. Hein. Oui, on fera peut-être un petit graphique avec justement les statistiques de chacun. Juste un petit mot tout de même pour terminer. Tu parlais transfert depuis tout à l'heure et il y a un cas qu'on n'a pas évoqué mais qui est important pour moi parce qu'il symbolise l'échec des filiales et des filières depuis quelques années, que ce soit Red Bull, Mercedes, peut-être aussi Ferrari et Renault. C'est le cas de George Russell qui fait un travail exceptionnel chez Williams et qui pourrait se retrouver sans baquet l'année prochaine. Ouais, on est d'accord. Effectivement, moi, j'entends bien aussi dans tous les pilotes qu'on a cités qu'il y en a qui peuvent aller chez Williams, c'est sûr, et que c'est Russell qui se retrouverait le bec dans l'eau. Et comme Bottas, on va le préserver pour effectivement pas froisser sa majesté Hamilton, bah c'est sûr que le Russell va se retrouver coincé. Et qu'effectivement, il m'a l'air très bien ce petit Russell. Il me fait vraiment penser à Coulthard à l'époque. Ça a l'air de rien parce que David Coulthard n'est pas resté comme un pilote exceptionnel dans l'histoire, mais je peux te dire, Coulthard, tu le croisais au milieu des années 90. Donc moi je me souviens l'avoir interviewé à Suzuka en 1994 dans le paddock de Suzuka 94 où il est donc déjà, comment dirais-je, dans les petits papiers Williams pour succéder, être pilote titulaire chez Williams. Alors il faudrait revoir sa carrière exactement. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Hein. Après Senna, avec Damon Hill, c'était David Coulthard qui allait être promu pilote Williams. Et à l'époque, c'est le petit jeune façon Russell. Et alors, David Coulthard, tu le croisais dans un paddock de Formule 1 alors qu'il avait 20 ans, il avait un attaché case à la main. Alors, tu vois pourquoi je dis ça? Oui. C'est parce que c'était le méga pilote super sérieux, un peu déjà businessman. Alors que tu imagines un jeune pilote de 20 ans, bon ben, on lui demande juste un truc, quoi, c'est d'enfiler sa combinaison et d'aller appuyer le plus fort possible sur la pédale d'accélérateur. Mais non, il y avait déjà ce côté un petit peu sérieux qui allait au-delà du sport, et ça m'avait frappé parce que ça avait l'air d'être, tu vois, une tête bien faite qui allait au-delà même du sport. Bon, ben Russell me fait un peu la même impression. Il est très bon sur la piste et j'ai l'impression qu'il a un bagage, une étoffe qui est assez large. Et moi, il me plaît bien quand même parce que j'ai l'impression que c'est une tête bien faite et qu'il a vraiment toutes les qualités. T'as pas cette impression-là?
C'est vrai que quand tu le compares à Coulthard, c'est pas forcément le premier pilote auquel je pense, mais effectivement, Oui. moi, quand je vois Coulthard, moi je le vois plus McLaren parce que ce côté froid, méticuleux, propre, organisé, bien lisse à la Ron Dennis, ça allait parfaitement chez McLaren. Il a été très bon en com, c'est-à-dire qu'on l'a pas entendu quand on n'avait pas besoin et quand il fallait être à la place d'Hakkinen qui avait un problème, il venait sauver un petit peu la mise. Souvent en tout cas, un peu à l'image d'un Herbert, etc. ou d'un Barrichello. Mais c'est vrai que oui, George Russell, il a une certaine maturité et quand on l'entend parler et quand on le voit, on a l'impression qu'il a fait 10 ans chez Mercedes par exemple. Et j'aime beaucoup ça. Mais le cas de Coulthard, si j'ai bonne mémoire, est assez particulier parce que je pense que quand il a débuté et qu'il était chez Williams, il était managé par Frank Williams mais n'avait pas vraiment d'attaché de presse, n'avait pas vraiment de représentant, de manager, à l'image d'un Willy Weber par exemple, enfin de gros coups comme ça en F1. Je pense qu'il se manageait un peu seul à l'époque Coulthard parce qu'il est arrivé très vite de la Formule 3000, il est très vite arrivé en F1 pour il y a eu quand même un chamboulement dû à Ayrton Senna notamment sur 2 ans chez Williams qui n'était pas prévu. On voulait le former encore 1 an ou 2 avant peut-être 95-96. Bon, il aura mis quelques années mais il y est arrivé quand même malgré la pression et l'histoire qu'il portait sur ses épaules. Encore une fois, ça n'a pas empêché Frank Williams de virer ses pilotes, mais sincèrement George Russell pour moi doit rester en F1 parce que c'est vraiment un cas aujourd'hui qui est considéré comme atypique. C'est-à-dire qu'il a fait ses classes, il est arrivé là sans avoir un nom, sans avoir un bagage, sans avoir un gros sponsor parce qu'il n'est pas vraiment soutenu par un sponsor particulier. C'est l'équipe pour l'instant qui est soutenue par des sponsors, pas vraiment les pilotes. Donc oui, le cas Russell, moi, il pourrait parfaitement aller l'année prochaine ou dans 2 ans même, si on lui offre encore 1 an chez Williams, aller chez Mercedes. Ça poserait aucun problème pour moi de remplacer Bottas, vraiment. Maintenant, est-ce que c'est dans les plans de Toto Wolff qui avait le même plan pour un certain Stoffel Van Dorn, pour un certain Esteban Ocon et qui les a gentiment poussés vers la sortie? On est d'accord. Bon, écoute, voilà, je te propose de refermer cette page F1. On a hâte d'être à Portimao. Moi, j'ai hâte, en tout cas, de voir ce circuit que j'aime beaucoup, évidemment, très original, qui sort un peu de l'ordinaire avec le mode F1. Voilà. Donc, écoute, on en reparlera lors de notre prochaine émission. On retrouve bien évidemment à chaque fois qu'on propose un Green White Checkered, c'est sur la page YouTube de la chaîne L'Acteur Lab. On retrouve ça aussi chez toi, Maxou le pilote, bien évidemment. Et mon cher Maxime, je te propose d'enchaîner avec notre deuxième partie, le drapeau blanc, où on va parler Australie et États-Unis. C'est parti. Alors là, je suis obligé de te dire pour cette partie white, Maxime, qu'effectivement, moi, chaque année, j'attends Bathurst, les 1000 km de Bathurst en Australie, comme un moment un petit peu fort d'une année de sport automobile. Je place évidemment cette course, tu le sais, parmi mes panthéons personnels, et je ne raterai cet événement pour rien au monde, outre le fait de l'avoir commenté à plus de 15 reprises et d'avoir été 3 fois sur place. Là, on est obligé de faire ça à distance. Tu sais comme moi que Shane Van Gisbergen a gagné pour l'équipe AAA Holden Racing Team. Alors tout de suite, je vais dire que j'ai fait une erreur, figure-toi. J'ai consacré l'épisode 65 de l'Afterlap entièrement à ces 1000 km de Bathurst, où j'ai donné un petit peu mon avis, donc on n'aura pas le temps de tout détailler aujourd'hui, mais j'invite nos téléspectateurs et auditeurs à aller voir mon épisode 65. Ce sera dans la description. Tout à fait, merci. Mais alors, dis donc, j'ai fait une erreur parce que j'avoue qu'à la fin, pour conclure, je dis allez, maintenant on attend le début de la saison 2021, on se retrouvera à Adélaïde pour voir comment tout ça se démarre. Mais pas du tout. Non, ça sera pas du tout Adélaïde. Alors j'avoue que j'ai sorti ça un peu dans le feu de l'action par rapport à un réflexe d'habitude qui veut que l'année démarre à Adélaïde. Mais non, cette année, et en tout cas en 2021, c'est toujours particulier. Et donc Adélaïde avait déjà annoncé qu'il n'entamerait pas le championnat 2021 en Supercars par rapport aux incertitudes liées au transport, au Covid bien évidemment. Et donc le Supercars a annoncé que, on connaissait toujours pas le calendrier, mais qu'ils espéraient l'annoncer le plus vite possible, mais que le championnat démarrerait par un circuit en New South Wales, donc le fameux État où il y a Bathurst, où il y a Sydney. Donc les rumeurs disent qu'on démarrerait bien en février 2021 à Bathurst, de nouveau, mais dans un format qui ne serait pas de 1000 km, mais de format sprint, avec 2 courses, une le samedi, une le dimanche. Donc voilà, je tenais à corriger moi-même ce que j'ai dit en mode erreur, mais tout ça pour dire qu'au moment où on se parle, on ne connaît toujours pas le calendrier 2021 du Supercars. Et là-bas, crois-moi que c'est pas simple parce que tu as appris toutes les équipes et le personnel des équipes basées dans l'état de Victoria, à Melbourne, ont enfin pu rentrer chez eux après Bathurst, après plus de 100 jours passés en dehors de l'état. Ils ne pouvaient pas revenir chez eux à cause des restrictions liées au Covid et aux fermetures de frontières entre États.
Donc c'est dingue hein, ce qui s'est passé quand même en Australie cette année. Hein. Alors c'est assez dingue et pour le coup moi j'ai bien suivi la course, je l'ai regardé quasiment entièrement parce qu'il faut considérer que l'horaire en Australie est pas simple hein, ce week-end, mais quand on aime on ne compte pas les heures perdues de sommeil mon cher LFB, surtout en passionné de supercar, toi tu as dû en passer des nuits bien blanches. Ah oui, c'est logique finalement que Bathurst récupère l'année prochaine le début de la saison puisqu'ils ont annulé les 12 heures, donc il faut bien activer un petit peu la billetterie et faire tourner la maison. On sait que ça roule bien dans cette période-là de l'année aussi, parce qu'on rappelle que c'est l'inverse, hein, l'été, l'hiver, voilà, ils sont très bons au niveau météo, donc ça sera peut-être même mieux que ce week-end. Donc oui, pourquoi pas. Après, Bathurst en sprint, ça peut nous faire surtout tomber des chronos, ça peut nous faire des records. On va voir aussi au niveau des pneus, comment il faut, au niveau de la réglementation d'un week-end classique par rapport aux 1000 km, ce qui va être opportun de faire pour les équipes, donc franchement moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Après ouais c'est vrai qu'Adélaïde moi j'aime toujours parce qu'il y a quand même un côté nostalgique. Quand j'étais gamin le Grand Prix d'Australie c'était Adélaïde, donc c'est vrai que c'est un circuit urbain que moi j'aime beaucoup, même si le circuit a un peu évolué tout de même depuis 20 ans, mais c'est vrai que voilà c'est quand même assez habituel de se retrouver là-bas. En tout cas c'est quand on commence à cocher les calendriers, enfin quand on commence à faire son calendrier de l'année on se dit ah oui c'est vrai ça commence à Adélaïde. C'est vrai que c'est assez commun, mais voilà on va s'y habituer. Est-ce qu'il y aura de nouveau des restrictions? Est-ce que le règlement va être un peu plus élargi ou est-ce qu'on va repartir sur un règlement classique dès le début de la saison? Comme tu dis, on n'en sait rien pour l'instant, donc on va se contenter de ce qu'on a pour l'instant. C'était une très belle édition des 1000 km qu'on a eu ce week-end. Oui. Bon, déception quand même, puisqu'on va parler de la course brièvement, mais voilà, moi je suis déçu quand même pour Whincup qui a fait quand même une bêtise, preuve que Dieu n'est pas infaillible, hein, c'est un peu comme Dixon en Indy, hein, on découvre que les grands pilotes peuvent se tromper. C'était compliqué. Oui, il est allé à la faute tout seul dès le 32e tour. Ça m'a rappelé ce qui était arrivé à Craig Lowndes en 2005 où Yvan Muller était son coéquipier. Pareil, une trentaine de tours, Lowndes se fout tout seul dans le mur de manière incroyable. Là, Whincup, c'est sûr qu'il est tombé un peu de son piédestal et en plus, tu as vu, il perd gros. Il était vice-champion potentiel avant Bathurst. Il termine que 4 du championnat. Il se fait finalement doubler au championnat par Cameron Waters qui termine finalement 2e, extraordinaire. Le dauphin de McLaughlin, c'est Cameron Waters, ça fallait le trouver. Et Van Gisbergen arrive à le doubler aussi mathématiquement au dernier meeting avec sa victoire et l'abandon de Whincup. Donc effectivement, la Whincup, difficile à avaler. Là, ça doit piquer au niveau de l'orgueil, ça c'est sûr. Écoute, Van Gisbergen, t'es comme moi, t'es content qu'il ait gagné parce que c'est mérité sur l'ensemble de sa carrière qu'il ait bien gagné Bathurst. Oui, moi je le dis sincèrement. Non, mais ça n'aurait pas été normal que Van Gisbergen n'en prend pas un au moins une fois. Désolé, il n'a pas eu de chance, mais voilà, côté chat noir, il a aussi eu ses expériences à Bathurst. Donc non, franchement très content. Après Triple A qui gagne, c'était attendu. Je pense pas que eux s'attendaient à ce que ce soit cette voiture-là qui gagne, peut-être un peu plus. Non, donc très content pour Van Gisbergen. Franchement, l'équipe était solide, ils ont bien géré. Ils partaient pas premiers, ils étaient toutes les deux. Je crois que les deux Triple A étaient sur la 3e ligne, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3e ligne au départ. Ouais. Donc voilà, au départ c'était un peu chaud, ça s'est bien géré. Déçu aussi, hein, tant qu'on en parle de Pasquale pour moi, enfin très, très difficile course, mais un peu déçu aussi quand même de ce qui aurait pu être fait au niveau stratégique, etc. Moi j'ai trouvé que la voiture était un peu transparente, enfin ça aurait pu être un peu plus sur le devant de la scène, mais c'était compliqué. Ouais, mais Anton De Pasquale termine la saison 8 ou 9 au championnat, il devance David Reynolds, son coéquipier, et non, moi je crois que c'est un peu la révélation quand même. Je te parle juste de la course. Non, je te parle juste des 1000 km. Sur les 1000 km, pardon. Non, pas sur la saison. Non, je peux pas être déçu d'une saison pareille. Non, vraiment, il s'est bien montré, ça c'est clair. Mais juste sur d'accord, ok. Il y a des regrets et qu'il y avait peut-être un coup à jouer, tout à fait. Si, ouais, exactement. Voilà, moi j'étais un peu content quand j'avais vu la pluie arriver. C'est vrai qu'après, à quasiment mi-course, tu dis, enfin même pas au tiers de la course, tu dis, un petit peu de pluie, ça peut être marrant. En plus, il y avait une safety car qui est tombée à ce moment-là, parce qu'on a une sortie de piste, je pense, assez anodine, une voiture arrêtée. Enfin bref, le premier safety est sorti à ce moment-là. Donc c'était vraiment intéressant de se dire, qui va tenter le coup de mettre ou pas des slicks ou des pluies. Finalement, bon, ça a séché, voilà. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se dire que c'est la dernière victoire officielle de Holden, puisque l'année prochaine, la voiture courra toujours. Mais en 2022, c'est la Camaro qui arrive, ça a été annoncé. Alors, LFB m'a un petit peu corrigé, évidemment, mais t'as raison. En fait, une Holden peut encore gagner Bathurst l'année prochaine, mais ça ne peut pas être la dernière victoire d'une Holden parce qu'elles seront toujours engagées l'année prochaine, mais plus soutenues officiellement par l'usine. Oui, non, mais nos amis australiens ont focalisé là, sur la communication, sur la dernière d'Holden, et ça a été repris par beaucoup de commentateurs. Je me suis fait avoir, perso, donc pour ça je pensais que c'était 2021. Ouais. Mais non, c'est du détail par rapport, effectivement, parce que en Australie, effectivement, c'est des décennies d'opposition entre marques. C'est ça.
Quand tu vas en Australie pour la première fois dans les années 2000 en supercar, t'es surpris de voir que les mecs, ils supportent pas du tout Garth Tander ou Greg Murphy, ils supportent Holden ou Ford. Donc Totalement. effectivement, ça surprenait. Donc tes spectateurs, t'as ton drapeau Ford ou t'as ton drapeau Holden. Bon, donc tu vois, c'est des décennies de culture de marque. Donc voilà pourquoi les Australiens communiquent sur le fait qu'Holden s'en va officiellement, on va dire, par rapport à une appellation qu'on a pu avoir à une époque HRT ou HSV. C'est ça, Bon. voilà. Et Triple Eight, l'équipe emblématique Holden Racing Team, l'année prochaine, c'est bien des Holden Commodore toujours. Donc, ce sera effectivement une exploitation privée. Mais Holden peut gagner. Donc, oui, je ne suis pas complètement d'accord par cette communication. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Donc, l'année prochaine, Holden privé face à des Ford Mustang. En 2022, donc, les Chevrolet Camaro développés de manière. Alors là aussi, j'attends de voir. J'ai posé la question à Roland Del par mail. J'attends qu'il me réponde. Est-ce que c'est officiel ou est-ce que c'est pas officiel? Ça, j'avoue que je n'ai pas bien saisi. Mais en tout cas, il y aura ces Chevrolet Camaro. Je ne sais pas si tu as vu la photo ou le dessin qui a été communiqué. Bon, fabuleux, hein, t'as vu? Quel look génial, enfin moi je trouve. Ça met un bond en avant au niveau de la modernité par rapport à la Mustang oui. qui, pour moi, tranchait. Alors j'étais toujours un peu plus fan, désolé pour les fans de Ford, mais les Holden ont toujours été pour moi les plus belles. Les Ford étaient jolis à l'époque, mais les Falcon étaient bien au milieu des années 2000. Je les aimais un peu plus que les Holden. Oui. Mais sincèrement, c'est vrai que là, moi la Holden, elle est magnifique, que ce soit la Red Bull, enfin les décos, Castrol, etc. sont vraiment belles. Donc j'ai du mal avec la Mustang, mais je me dis que du coup avec la Camaro et la Mustang, ce sera plus logique en image en piste. C'est vrai que ça tranchait un petit peu visuellement. Là, je trouve que tout le monde va un peu s'aligner, donc ouais, c'est sympa. Après, voilà, c'est des voitures qu'on peut retrouver déjà dans un style supercar dans des jeux vidéo, un petit peu, on dirait un mix entre la Camaro GT4 et enfin c'est un peu un Frankenstein pour l'instant, mais en tout cas les croquis m'ont vachement convaincu et je trouve la voiture très jolie. Donc j'ose espérer que bon, on les aura en miniature, ça c'est mon inquiétude première en tant que passionné, mais non, c'est vrai que c'est une belle initiative et on a déjà pas mal de décorations qui ont tourné entre les Mobile One, la Red Bull effectivement, etc. Donc franchement la grille risque d'avoir une gueule magnifique en 2022. On est d'accord. Bon, donc voilà. Et pour conclure, écoute, donc bravo à Shane Van Gisbergen et Garth Tander, après tout, ne l'oublions pas, hein, qui fait partie maintenant de ces grands pilotes reconvertis en endurance une ou deux fois par an et qui sont très solides, ça c'est sûr. Ils font bien le boulot pour lesquels on a besoin d'eux. Et puis, écoute, on va terminer par McLaughlin, qui donc, ne l'oublions pas, était le tenant du titre, qui ne fait que 5 abatteurs. Alors on pourrait se dire, ouais, bon, un petit peu rentre dedans, peut-être, mais le fait est que bien le champion de la saison sans aucun problème, hein, puisque j'avais fait mes petits comptes, il y a eu 27 courses cette année, je te rappelle qu'il en a gagné 13 et qu'il a fait 15 pôles. Bon, donc effectivement, c'est monsieur 50% largement cette année, donc McLaughlin a été fabuleux. Et tu ne comptes pas les résultats virtuels. Oui, je ne compte pas les résultats virtuels, même si c'est Van Gisbergen qui avait été champion, tu t'en souviens, donc là, on va dire tout le monde a son lot et tout le monde est content, c'est vrai, tout est bien qu'il finit bien. McLaughlin champion avec 451 points d'avance, c'est quand même une valise qu'il a mis à tout le monde, donc bravo à lui. Et donc, il s'est envolé dès le soir. Alors, je crois que c'est le lundi matin. Donc, son vol était à 10h30 lundi matin pour Los Angeles. Donc, ouais, je te dis tout. Sydney, Los Angeles. Ensuite, il a fait Los Angeles, Mooresville. Donc en Caroline du Nord, chez Penske, où il a passé 2 jours dans le simulateur. Et donc là, il est arrivé, c'est évident, à Saint-Pétersbourg, au moment où on se parle, où il va donc disputer la grande finale de l'IndyCar. Alors en Australie, je te cache pas, pour suivre évidemment l'actualité sur tous les sites spécialisés au jour le jour, tout le monde se demande si McLaughlin, le triple champion en titre, va pas déserter la discipline supercars pour aller à plein temps en IndyCar. C'est ça la question qui agite tout le monde. Et McLaughlin a répondu déjà par une pirouette en disant « L'année prochaine, je suis en supercars, sauf si j'y suis pas. » Bon, donc d'accord, donc lui-même, je pense... Est-ce que lui-même n'espère pas passer en IndyCar? C'est ça, à mon avis, il espère aller en IndyCar. Pour lui, on imagine que le défi serait extraordinaire, serait génial, c'est le rêve de toute une vie aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il a envie. Maintenant, on sait que 4 voitures dans une équipe, c'est pas simple, qu'il y a déjà Newgarden, il y a déjà Pagenaud, il y a déjà Power. Est-ce que McLaughlin peut arriver comme si de rien n'était avec une 4e voiture à temps plein? Moi, j'aimerais bien en être certain. Et puis, peut-être qu'on attend de voir comment ça va se passer à Saint-Pétersbourg pour ses grands débuts officiels. C'est pas, à mon avis, le début le plus simple pour lui. Circuit urbain, petit, étroit, ouais, c'est pas la facilité. Maintenant, je pense que tu es comme moi, t'attends avec impatience de voir ce que ça peut donner, non? Ah mais de toute façon, dès qu'il y a du wildcard ou ce genre de petite invitation, moi je suis toujours chaud pour voir un petit peu un pilote en dehors de ces zones de confort. Donc, après, en dehors de ces zones de confort, faut pas exagérer non plus peut-être.
pour lui parce qu'il a déjà testé, ça a déjà été plutôt concluant, on l'a déjà vu au volant de la voiture de Power, je pense, plusieurs fois, même à Indy, etc., sur le routier. Donc moi, il m'intéresse, c'est un pilote que j'aime beaucoup, qui est pas connu chez nous parce que même le Supercar n'a pas l'aura en Europe, mais c'est normal, après tout, comme peut-être l'Indy dans une certaine manière aussi, ou la NASCAR. Mais c'est vrai que la transition, elle est aussi choquante parce que c'est du tourisme. On parlait aussi de l'historique quand on avait évoqué aussi un test, par exemple, de Johnson qui était passé de la NASCAR aussi pour tester l'Indy il y a quelques semaines. Est-ce que McLaughlin va découvrir la monoplace, va découvrir le peloton à beaucoup plus vite, parce que quand même ça va vite, même si comme tu dis Saint-Pétersbourg c'est un circuit qui est assez atypique parce que Bosley c'est étroit, c'est urbain, ça va peut-être un peu moins le perturber que si on le jetait sur Talladega ou j'en sais rien, un immense speedway. Donc oui, peut-être que pour lui faire une saison sur les routiers l'année prochaine pour se mettre dans le bain, avec parfois un remplacement, une quatrième voiture, moi ce serait un bon compromis. Le voir full complètement en IndyCar l'année prochaine, je trouve que ce serait extrêmement risqué et peut-être même perdre le rythme avant 2022 en supercar, ou alors se dire bon allez, l'année prochaine c'est le dernier règlement avec cette bagnole là, je sais que je reviens avec la Camaro dans 2 ans, justement on en parlait, est-ce que pendant un an je me fais pas un petit plaisir en disant allez je vais tâter un peu les États-Unis. Moi ça me choquerait pas non plus, mais j'ai du mal à le voir vraiment plonger d'une supercar à une voiture d'IndyCar, même s'il va avoir un test cette année à échelle, à grandeur nature. C'est un gros risque quand même, ou alors il est clairement tranquille et droit dans ses bottes et il se dit bon bah c'est déjà fait dans sa tête et il reviendra pas tout de suite en Australie. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu veux le voir full en IndyCar 100% ou est-ce qu'il va vraiment te manquer en supercar? Normalement moi je dirais qu'il te manque, franchement c'est un non. Là, on suppute, on en parlera dans notre prochain numéro. Il y aura, j'espère, des nouveaux biscuits dans cette thématique. Mais si McLaughlin, effectivement, va en IndyCar, ben, moi, je suis passionné par ce défi et je l'attends avec impatience. Mais effectivement, au niveau Australie, alors là, c'est un coup de tonnerre de dingue. Et effectivement, ça serait il y aurait un grand vide en Australie. Alors ça, c'est sûr que là, ça va être difficile à vivre quand même au niveau supercar parce il est la référence actuelle, il a réussi à prendre le pouvoir, il est le nouveau Whincup, voilà, je dis comme ça, je le dis finalement, il succède à Whincup et il est le nouveau Whincup, et de là à déserter, entre guillemets, si vite, ouais, ça serait un choc, etc. Donc écoute, je suis partagé entre lui, ce qu'il a envie de faire, et s'il veut vraiment y aller en IndyCar, bah, évidemment qu'on respectera sa décision et ce sera super. Mais bon, effectivement, là, il va rendre un peu orphelin le Supercars d'un coup. Et du coup, j'attends de voir. Bon, bah écoute, affaire à suivre. Hein. Je te propose qu'on voit ça la prochaine fois. Il y a forcément des choses un petit peu nouvelles qui seront tombées. Donc, on pourra analyser ça. Mais en tout cas, Scott McLaughlin, je ferai traditionnellement mon classement aux alentours de Noël de mon top 20 pilotes. Discipline confondue, je fais ça depuis des années, je m'amuse. Évidemment, c'est complètement artificiel, c'est largement commentable ou opposable à tous les niveaux, mais chaque année, je fais mon top 20 pilotes, toutes disciplines confondues. Bon, je peux d'ores et déjà révéler que Scott McLaughlin sera très haut placé dans mon classement en cette année 2001. Oui, ça, je te le dis tout de suite. Ouais, qui sera numéro 1? Ça, je... Non, je me quand demande. même pas. Non, je ne mets pas un pilote tourisme numéro 1, quand bien même je le trouve génial. Mais bon, voilà. Tu m'as donné envie de te questionner, de te passer sur le grill là. J'ai envie de savoir. Mais bon, on verra ça au décembre. J'ai déjà donné rendez-vous pour un numéro de Goodway Checker de Christmas ou début d'année où toi et moi on passera en revue nos tops et nos flops de l'année. Voilà, évidemment qu'on va se faire ça. On remettra les drapeaux d'or peut-être, je sais pas, un drapeau rouge, un drapeau noir, on sait pas, on verra bien. Mais ouais, c'est vrai qu'on bosse un petit peu dans notre tête, on commence à gamberger sur un final de cette saison aux alentours de Noël. Donc, je ne sais pas pour toi, mais je pense qu'un petit bonnet rouge pourrait faire l'affaire pour un épisode spécial Noël. Donc, on fera peut-être un red flag, je ne sais pas. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, on a encore des choses à voir d'ici décembre. Et c'est vrai que là, on va suivre Saint-Pétersbourg assez particulièrement, de manière assez précise. Aussi pour d'autres choses, parce que même si, bon, au niveau du classement, grand chose à espérer. Alors, Dixon ou Newgarden? Bah, Dixon, Saint-Pétersbourg, moi je vois Dixon. Sincèrement, on va pas se mentir et faire croire que, désolé, je veux bien tenir la carotte au bout du bâton pour essayer de faire croire, mais Newgarden a le droit d'y croire parce que ça reste toujours possible. Ça reste un circuit, comme on disait, difficile, particulier, et une conclusion là-bas, c'est toujours intéressant. Maintenant, Dixon, l'expérience, la confiance, allez, il roule sans trop de difficultés, quoi.
Ouais, les points d'avance, tout ça, il peut gérer un peu plus. Donc, pour nous, et pour toi et moi, Dixon sera bien le champion IndyCar 2020. Et ce ne sera pas immérité, bien au contraire. Bon, allez, Maxime, je te propose d'enchaîner. On va ouvrir la dernière page. On va passer en revue d'autres disciplines. Ah oui, non, mais on est complet, hein, je le rappelle. Et on essaie de parler de tout et de beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui est bien. Mais c'est pas fini. Allez, le checker, c'est ça, tout de suite. Maxime, c'est toi qui vas commencer par répondre dans cette dernière partie, parce que c'est moi qui vais te poser des questions. Bah, tu vois, je suis sympa. Voilà, parce que je voudrais qu'on ouvre une page spéciale Belgique, avec 2 événements. Un qui aura lieu ce week-end, c'est les 24 heures de Spa. Ben oui, la plus grande course GT du monde, nous le pensons tous. Et le Rallye Deep, qui se profile à l'horizon dans le cadre du WRC. Alors, le WRC, il y a bien eu évidemment la manche en Italie-Sardaigne, remportée par Dani Sordo, avec là aussi des rumeurs qui ont couru dans le paddock, et je voudrais te poser quelques questions à ce niveau-là. Alors, on commence par Spa. Les 24 heures de Spa pour toi, qui est picousé au sport auto, est-ce que c'est un rendez-vous qui, pour toi aussi, chaque année, te fait venir quelques frissons en tant que représentant de Sa Majesté le Roi des Belges? Comment te dire que c'est la première fois depuis 18 ans que je ne serai pas aux 24 heures de Spa? Et ça fait très bizarre. Alors déjà, avoir passé les grandes vacances sans avoir vécu 4-5 jours là-bas, c'est difficile. J'ai tout fait. Je te jure, j'ai essayé avec des copains journalistes, mécanos. Enfin, j'ai envoyé des mails partout. J'ai tout fait pour y être, même si c'était avec une camisole. J'ai postulé dans des équipes qui couraient ce week-end-là pour essayer de me faire engager, même à la pige, etc. Avec un réel intérêt, hein, bien sûr. Je ne le cache pas pour du boulot, mais pour plus tard ou sur le long terme, mais j'ai vraiment tout fait pour être à Francorchamps. J'ai des amis responsables de la sécurité, bref, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je pense qu'à part me mettre à genoux devant Madame Maillet, je peux rien faire. Non, sincèrement, c'est la grand-messe pour moi en Belgique. Alors, je suis pas le seul, évidemment. On pleure Francorchamps, des centaines, des milliers de fans, de femmes aussi d'ailleurs, depuis quelques mois, parce que on est privé de notre terrain de vacances préféré, hein, notre terrain de jeu préféré. Alors oui, les 24 heures, c'est une grand-messe, c'est pour moi la plus grande course de GT, proprement dit, comme tu dis, au monde. Cette année ne dérogera pas à la règle, même s'il y a un petit peu moins d'amateurs. On a quand même quasiment la moitié du peloton qui cette année est quasiment en pro-am, capable d'aller chercher la victoire. On a des line-up qui sont très intéressants. Porsche va revenir en force, puisque Porsche n'a pas pu s'exprimer cette année ni aux 24 heures du Nürburgring et pas forcément aux 24 heures du Mans, parce que ça a été un peu compliqué, on n'y reviendra pas. Donc c'est la grande course qui leur manque peut-être cette année, peut-être avec les 10 heures de Suzuka. On rappelle que ces courses ont été globalement remportées par Audi ces dernières années, même si Porsche a gagné les 24 heures l'année dernière et BMW aussi il y a 2 ans. Moi, j'attends vraiment Mercedes, j'attends Audi. L'équipe WRT va arriver vraiment avec 4 grosses voitures capables d'aller faire quelque chose. Il y a toujours des petites équipes qui viennent à côté, donc je pense que AF Corse va défendre Ferrari, l'orange, le 3 orange aussi, le triple orange pour Lamborghini. Donc vraiment, je vais pas dire que tout le monde peut gagner, mais au niveau de la BOP et des tests qu'on a eu jusque là, on a quand même terminé la première journée avec une Lexus qui est quasiment une équipe privée devant. Donc le Emile Frey maintenant s'en sort très très bien avec ses Lamborghini, donc c'est une équipe qui a mangé son pain aussi avec les Jaguars ces dernières années, mais qui fait du bon boulot. Bortolotti doit peut-être gagner maintenant avec Audi, vraiment quelque chose d'important. Il y a les frères Vantore qui vont aussi se battre, donc il y a vraiment beaucoup d'histoires à faire. On a Romain Dumas qui aussi va défendre un peu sa cause. Au niveau des Belges, je retiens quand même un certain Denis Dupont qui n'a pas roulé depuis très longtemps en GT sur le Ombra Racing, une équipe qu'on connaît bien puisque c'est l'ancienne équipe de Romain Monti qui aujourd'hui est youtubeur et fait pas mal de communication, le pilote français de GT3 et GT4. Mais voilà, les tests privés ont vu que ce soit en Pro, en Pro-Am ou en Bronze Cup, que ce soit Ferrari, Mercedes, Lambo, Aston Martin, tout le monde peut être devant. C'est ça qui est beau avec ces 24 heures de Spa. C'est un petit peu comme le LMP2 au Mans, si vous voulez. Tout le monde peut gagner et rien n'est certain. Je rappelle que la Valkenhorst qui a gagné il y a 2 ans, elle partait 22e. Donc vraiment, tout est possible sur 24 heures. Ça peut jouer sur un safety car, ça peut se jouer sur de la pluie parce qu'on va être dans une période qui est très compliquée. Il va y avoir des feuilles, de l'ombre, du froid au niveau des moteurs, au niveau des freins, au niveau des températures de pneus, parce que Pirelli va devoir gérer un Francorchamps que l'équipe ne connaît pas, même s'il y a eu des TSD il y a quelques jours, et aujourd'hui ce sont les bronze tests, et hier aussi ça a eu lieu. On sait qu'au niveau des bronze tests, alors je prends ma petite fiche évidemment, vous m'en voulez pas, mais le Ram Racing a terminé devant, avec un certain notamment Tom Onslocall, un ancien pilote de BTCC qui se renouvelle un peu en GT, qui s'en sort bien. Je parlais de Tony Villander aussi qui est là avec AF Corse en Pro-Am, donc il y a quand même des noms même en catégorie dite
de seconde zone en petite catégorie. Il y a des bons noms. Je pensais à Denis Dupont qui a fait 6ème, donc le pilote belge, mais il y a même David Perel aussi, Charlie Eastwood, Nicky Tim qui était 8ème. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué pour les Aston en Pro-Am, mais voilà, il y a Maxime Martin qui peut faire quelque chose. On soutiendra aussi en Belgique l'équipe Boutsen-Gignon, l'équipe de Thierry Boutsen qui a dit une M6 aux couleurs hardcar. Donc il y a une hardcar qui a été faite, pas évidemment dans la veine, puisque maintenant n'importe qui peut faire une hardcar, mais c'est plus comme à l'époque, hein, tu ne me contrediras pas. Au niveau artistique, la dernière pour moi c'est Jeff Koons il y a 10 ans au Mans. Ça n'a pas autant d'aura depuis. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On aura les débuts de Kamui Kobayashi chez Ferrari. On aura des pilotes qui ont changé de maison aussi. Donc quand on suit le monde du GT, quand on suit un peu ce qui s'est passé, le Blancpain qui est devenu donc l'Amazon World GT Challenge Europe. Vous suivez. Les champions sprint, ça a été WRT avec Vantore aussi. On a des Belges qui ont été champions aussi en catégorie sprint, donc sur les courses de 3 et 6 heures. Donc il y a vraiment des titres qui ont été déjà attribués, mais ce championnat est magnifique. Il est commenté d'ailleurs gratuitement en français. Vous pouvez suivre ça sur la chaîne YouTube GT World avec Thomas Bastin et Laurent Mercier qui font un travail, je trouve, formidable en termes de vulgarisation et pour amener le spectateur ou le passionné vraiment au cœur de la course. Thomas est une bible. Laurent également aussi du site Endurance Info notamment. Il est connu pour ça aussi. Je respecte énormément ces gens-là. Si vous devez suivre les 24 heures de Spa, faites-le là en intégralité. Vous aurez les speakers en cabine, donc c'est-à-dire les deux que je viens de citer, mais des Vincent Frantzen, des Christian Lahaye, des gens qui sont nés, qui vivent à Spa depuis des années. Donc si vous voulez vraiment vivre ça à l'image d'un Bruno Van de Stick au Mans ou d'un LFB à Bathurst, par exemple, eh bien je vous invite vraiment à le faire sur YouTube. C'est notamment gratuit et il y a tous les essais, etc. Donc vraiment, c'est une grand-messe, c'est une belle course. Moi, je l'attends chaque année pour répondre à ta question et ça va être vraiment génial. Voilà, j'étais extrêmement complet, mais je pense que là, au moins, regardez les 24 heures de Spa. Alors, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est effectivement d'aller s'intéresser à ça. Mais tu penses bien que c'est le cas. Alors, autre question que je voudrais te poser, on passe maintenant en WRC. Oui. En Italie, je te cache pas que pas mal de rumeurs dans le paddock du WRC faisaient état que la saison pouvait s'arrêter là. Que les 2 dernières manches prévues, Ypres, et puis donc ce fameux Rally Monza qui a été rajouté, que moi, j'ai jamais commenté, mais qu'on a diffusé pendant de nombreuses années sur Motors TV dans les années 2000, ce Rally Monza, qui était une exhibition, plébiscité par Rossi. Voilà, avec Rossi qui venait là faire le beau, mais c'était sympa, bien sûr. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'était une exhibition, c'était un show sur un peu la ligne droite de Monza. On faisait une sorte de gymkhana. Bon, alors là, j'ai compris qu'ils allaient aller au-delà du circuit, qu'on allait un petit peu aller dans la région pour faire des spéciales sur asphalte. Bon, c'est sûr que c'est pas le final quand même que j'imaginais. Mais enfin, bon, pourquoi pas? Non, mais toi, en tant que Belge, t'as entendu des choses sur Ypres? Parce que Ypres, ça, c'est un vrai rendez-vous, on va dire, qu'on attend avec impatience. Yves Maton, le délégué FIA, qui est belge aussi, bien sûr, d'ici, Ypres va avoir lieu, l'organisation est très pro. Enfin, il allume un contre-feu, mais en Italie, tout le monde n'était pas complètement convaincu. Surtout qu'on a allumé un autre rallye en Belgique, le rallye du Condro. Bon, bref, t'as des infos ou qu'est-ce que t'en penses? Alors, l'annulation du rallye du Condro, ça a été un choc quand même parce que ça fait partie des 3 grands rallyes en Belgique. Il y a le rallye des boucles de Spa qui sont devenus des boucles légendes depuis quelques années. Ypres et le Condro, c'est les 3 gros rallyes. Il y a le rallye de Wallonie, etc. Mais ça, c'est plus petit. C'est vraiment les 3 gros rallyes connus. C'est des rallyes qui ont fait partie de championnat d'Europe, de RC, avant aussi. Alors, je vais vous mettre en fond, en image, en insert des grandes gloires des années 80 et 90 de ce rallye du Condro ou surtout du rallye d'Ypres, des 24 heures d'Ypres comme on les appelait à l'époque. C'est un rallye qui est vraiment très intéressant, qui a des sections qui sont connues par les passionnés, qui sont soit des villages, c'est évidemment entièrement de l'asphalte. Effectivement, 2 rallyes d'asphalte pour conclure la saison, c'est un peu particulier. Moi, je suis content parce que c'est une surface qui convient parfaitement à un certain Thierry Neuville, qui a été privé du rallye d'Allemagne. Donc, comme il est revenu un petit peu au sang et mots, il est là. Je l'avais enterré un peu vite. Hein. Il peut être champion automatiquement. Il peut être champion du monde, tout à fait. S'il gagne en Belgique parce qu'il connaît, et c'est un des rares pilotes à avoir parcouru le rallye avec une WRC. Puisqu'à l'époque, il avait roulé avec la Hyundai en ouverture ou hors catégorie et il s'était aussi inscrit il y a 2 ans aussi avec une R5 etc. Mais il a vraiment roulé avec une WRC là-bas, donc en termes d'expérience il est le mieux préparé. Donc s'il te plaît Thierry, évite les bordures, les rigoles et toutes les pierres qui peuvent être sur ton chemin parce que là c'est ton moment, il faut pas le louper celui-là. Après en termes d'expérience, effectivement, que ce soit Evans, que ce soit Ogier, etc., même Sordo, ils sont tous capables de gagner sur asphalte. C'est pas parce qu'on est en Belgique que ça change les choses. Maintenant, le rallye en tant que tel. Bon, Yves Maton, on sait qu'il a géré Citroën pendant des années, il connaît bien le métier et aujourd'hui en Belgique, il est respecté comme organisateur et c'est quelqu'un qu'on apprécie pour sa passion aussi, au-delà de son côté, ses compétences organisationnelles. Mais
voilà, moi ce rallye, je l'attends vraiment. Nous avoir supprimé le Condro pour garantir un rallye mondial, je crois que c'est normal parce que sincèrement, on n'aura pas beaucoup de chance. C'est vraiment pour moi, c'est un examen de fin d'année. Tu vois, c'est un examen oral presque. On n'a pas le droit de bafouiller, sinon on se fait recaler. C'est presque un examen d'élocution peut-être pour la Belgique par rapport au monde. C'est vrai que ça a écrit les belles heures du rallye européen, ce rallye d'Ypres. Aujourd'hui, il a la capacité, je pense, au niveau de son intérêt, de ses spéciales, de ses sections, comme je disais, connues des passionnés, d'apporter un plus au championnat du monde. Je pense que c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il peut pallier au rallye d'Allemagne? Je ne pense pas non plus, parce que le rallye d'Allemagne est vraiment très spécifique avec ses sections, avec ses dalles de béton, ses zones militaires, etc. Enfin, il est vraiment beau pour moi, le rallye d'Allemagne, en termes visuels, en termes de spécial, en termes d'intérêt. Donc, c'est un rallye que j'attends. C'est un rallye qui fait vraiment beaucoup de bien au RACB en Belgique et à l'organisationnel en général. Maintenant, est-ce que ça va être on abandonne tout et on jette toutes les forces dans la bataille pour une fois, ou est-ce qu'on réfléchit à faire les choses bien pour peut-être plus tard pérenniser ce rendez-vous? J'y crois pas. Personnellement, je pense que ce sera un one-shot, vraiment, à l'image du Mugello en F1 par exemple. Je pense que vraiment on va le faire une fois pour sauver la mise, mais c'est tout. On reviendra peut-être en ERC, en championnat d'Europe. Mais je pense que voilà, ce sera peut-être une belle édition. Attention aussi à l'organisationnel qui reste un peu amateur, que ce soit au niveau des commissaires, etc. On n'est pas sur une organisation au niveau mondial. Il va falloir trouver les moyens humains, il va falloir faire les tests, etc. pour se préparer. Est-ce que ça peut sauter? Oui, parce qu'en Belgique, on peut faire sauter tout et n'importe quoi en 24 heures. Je te rappelle qu'on a annulé l'IPRI de Bruxelles parce que, je cite, ça faisait trop de bruit. C'est une histoire belge, mais c'est toujours possible que ça nous passe sous le nez. Donc tant qu'on n'a pas lancé la première voiture, j'ai le doute. Et surtout, vous avez quand même une situation sanitaire qui est un peu aussi critique en Belgique. Enfin, oui, c'est catastrophique. Hein. Sache que, voilà, oui. Je sais que vous ne suivez peut-être pas forcément la situation. C'est très grave en France. On en est au même stade en Belgique. On est au cas du mois de mars. Oui. Donc, je pense qu'en termes de spectateurs, faire un huis clos. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit: est-ce que tu vas avoir le rallye de WRC en Belgique? Je dis non, je peux pas parce qu'il faut être résident, aller chez les gens et seuls les locaux pourront se mettre devant chez eux pour voir. Bon, je pense qu'il y a des chambres d'hôtes et, comme on dit chez nous, des cotes, hein, des chambres qui vont se libérer. Mais je vois pas le public ultra présent et je vois même peut-être les gens se faire prendre des amendes. Enfin, ça va paraître tellement compliqué de faire ça en Belgique vu qu'on n'est déjà pas capable de le faire dans la rue. J'ai des gros doutes, vraiment. Ouais, effectivement. Bon, sinon, je voulais juste terminer avec toi par une petite mention. Je ne sais pas si tu as pu suivre le Petit Le Mans 2020 qui a donc eu lieu là aussi le week-end dernier. Et moi, je mets un carton rouge à Ricky Taylor. Parce que bon, non, j'ai pas suivi les 10 heures de course, mais enfin, quand je vois l'action qui fait qu'à 10 minutes de la fin, Taylor va s'accrocher avec Pipo Derani et l'envoie dans le bac à gravier, bah moi, à l'image, je vois plus une responsabilité de Ricky Taylor que Pipo Derani. Donc aucun n'a voulu lâcher. Sans doute est-ce un incident de course, mais enfin, j'ai quand même l'impression qu'il y a une plus grande responsabilité pour l'un que pour l'autre. Et la manœuvre ne semble pas très belle. Donc tant mieux pour nos amis Briscoe, Van der Zande et Dixon qui en a profité pour gagner aussi. Ah, allez hop, on cumule. Mais bon, moi j'avoue, non, je mets un carton rouge à Ricky Taylor. Là, ça m'a pas semblé être une belle action et je sais pas si tu l'as vu ou si tu as un avis, mais bon, c'était pas beau. J'ai réussi, je ne sais pas comment d'ailleurs, à suivre la course en grande partie parce que c'est un peu un manque aussi au niveau de ces courses-là. Hein. Moi j'ai un peu en IMSA, un peu de manque entre Sebring et le reste. On a été un petit peu privé, donc j'essaie de rattraper. J'ai suivi la course en partie, pas entièrement comme toi non plus parce que bah, faut dormir un petit peu aussi. Non, moi ce qui m'a choqué, c'est que la manœuvre est excusable, mais pas à ce stade-là de la course. C'est-à-dire que tu ne risques pas tout, surtout pourra peut-être avoir une pénalité parce que l'autre a quand même fait une belle escapade, hein. Faut pas exagérer, mais c'était quand même assez musclé. Après, il y a eu la même chose en GT aussi, ça a été aussi très très chaud. Mais voilà, je pense que son geste était plus un geste de désespoir et de fatigue peut-être, ou de stress, ou d'envie absolue de gagner. Et bon, bah, il a joué, il a perdu. Voilà, c'est punissable, c'est pas très fair-play, effectivement. Oui, ouais, c'est parfaitement discutable. Ok, et puis bah, écoute, en NASCAR, on se rapproche dangereusement, et j'ai envie de dire, de la fin de saison et de la grande finale, qui, je le rappelle, donc cette année est bien à Phoenix et pas à Miami Homestead. Oui. Et donc, bon, bah, tu as vu, Joey Logano est le premier qualifié officiel pour cette grande finale, dans la course du Kansas, et il en reste deux. Texas et Martinsville, si je ne me trompe pas. Bon, tu arrives un petit peu à suivre là, la NASCAR en ce moment?
Brièvement, mais c'est très compliqué en plus du reste parce que je t'avoue que la NASCAR cette année, ça a été pour moi un peu un jeu de chaise musicale. J'ai vu des annonces entre ce qui s'est passé pour Larson, etc. J'ai suivi de très loin entre les frères Bush et le reste. Non, je vais pas te mentir, cette année la NASCAR, je l'ai un peu passé aux oubliettes alors que pourtant c'est une des premières disciplines qui a repris post-Covid avec l'IndyCar. Pourtant, c'est vrai que je m'y suis pas intéressé parce que c'était un petit peu trop loin pour moi. Alors je vais pas faire d'analyse profonde parce que tout simplement je suis pas en mesure de le faire. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir jusqu'où va aller la saison en termes d'intérêt. Je sais qu'il y a eu des pénalités qui ont été infligées, notamment ce week-end au Kansas, qui ont mis un petit peu un terme aux espoirs de certains, notamment à Bush. Donc voilà, ça suit son cours. Moi, je vais pas te dire je suis fier ou content pour un ou autre pilote parce que c'est terrible. On se promet une page NASCAR depuis un mois. J'arrive pas à m'y mettre parce que la saison m'intéresse pas parce que entre les dernières règles qui ont été mises en place et le reste, je sais pas, il y a un manque de pureté dans le sport qui me gêne un petit peu. Et ouais, ça m'a un petit peu fait lâcher la NASCAR, alors que pourtant la couverture en France existe, elle est louable, elle est scalée, et on peut suivre les courses, même aux États-Unis avec un petit peu d'illégalité sur Internet. Mais non, ouais, Logano champion, moi j'ai jamais aimé Logano, parce que bon, j'espère que cette année à Martinsville, en tout cas, il ne sera pas foutu dehors, comme on a pu le voir les années précédentes. Mais non, je serais pas content pour l'un ou pour l'autre, je sais qu'on se retrouve toujours avec les mêmes devant, et ouais, cette année, je passe mon tour vraiment. Alors, on vous fera un point évidemment quand ce sera fini, mais là, Oui. voilà, je vous avoue que c'est pas la NASCAR qui m'intrigue le plus cette année et je pense que je suis pas le seul. Ouais, non, mais c'est un peu comme les playoffs de la NBA. Oui, Ok, ils sont toujours là, mais bon, une certaine magie s'est un peu évaporée et tout à fait. ça continue comme si de rien n'était, mais rien n'est comme avant. Et puis c'est ce côté bulle un petit peu là, ouais, on décroche un peu. Bon, non, ce que je te propose, c'est que dans 15 jours, quand on se retrouvera pour une nouvelle émission, eh ben, écoute, théoriquement, si je comprends bien, on connaîtra les 4 qualifiés pour la finale, donc on pourra un peu, évidemment, en tant que spécialiste, essayer de se projeter un petit peu sur la finale de Phoenix. Ah, je te propose ce petit jeu-là. On connaîtra nos 4 qualifiés, puis on verra ce qu'on en pense. Hein. On fera ça. C'est vrai que ça fait 2 épisodes qu'on se dit on va se mettre à la NASCAR, on va se mettre à la NASCAR, mais je pense que vous l'avez compris, que ce soit LFB ou moi, on la suit la NASCAR, mais de là à y mettre un sujet comme on peut le faire plus facilement aujourd'hui avec des choses qui sont intéressantes, comme le Supercar, comme l'IndyCar, c'est un peu plus difficile pour nous. Alors c'est pas qu'on méprise la discipline, c'est juste qu'elle nous intéresse moins. On est content de reparler un peu de WRC pour l'actualité. Moi j'ai pas parlé de tourisme cette semaine non plus, pourtant il s'est passé des choses, on en reparlera. On essaie de faire tourner aussi pour pas juste faire F1, Supercar, IndyCar et BTCC. Sinon voilà, on appellera l'émission F1, IndyCar et BTCC. Mais voilà, mais on essaie aussi de varier un petit peu pour tous les passionnés et vous êtes nombreux à parfois de corriger, à interagir avec nous en commentaire sur YouTube, sur les 2 chaînes, parce qu'on rappelle qu'une semaine sur 2, les impairs c'est chez Maxwell Pilote et les pairs c'est chez LFB. Donc voilà, enfin sur la chaîne de l'Afterlab, pardon, la chaîne de LFB. Voilà, c'est toujours une volonté d'essayer de tout couvrir, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de rédaction, on fait tout à deux, on se cale et on essaie de s'organiser pour faire une émission où on débat, où on échange un petit peu et on fait un petit peu l'actualité. C'est vrai qu'on aurait pu le faire la semaine passée, ça n'a pas pu être possible, mais on essaie quand même de garder ce rythme de toutes les 2 semaines et je remercie les quelques personnes qui sont venues me voir en privé en disant hey, l'épisode il est où, j'attends. Donc voilà, on fait peut-être pas 5 000, 10 000, 50 000 vues, mais on sait que vous êtes 1 millier à peu près à nous suivre et rien que pour vous, merci déjà de nous suivre. Ça soulage quand on fait des heures de travail, de montage, c'est peut-être bête, mais juste les images en dessous, ça prend quand même pas mal d'heures de recherche, de droits d'auteur, etc. La préparation en amont, on essaie de faire ça au mieux, mais on concilie avec nos vies, avec nos horaires. Et c'est vrai que voilà, on va arriver dans une période où il y aura un peu moins d'actualité, on va pouvoir varier un petit peu les plaisirs parce que la F1 va se terminer, l'IndyCar, etc. On va pouvoir commencer à tirer les conclusions de fin de saison. Donc le ton de l'émission va peut-être un petit peu évoluer aussi. En tout cas, les sujets vont un peu se varier. Et c'est vrai que voilà, on aura peut-être un peu plus de temps de tirer le bilan, que ce soit en Indy, en NASCAR. On l'a pu le faire aujourd'hui en Supercar et on le fera encore les semaines qui arrivent, je pense, à l'FB. Si tu es d'accord avec ce que je viens de dire ou si pas, n'hésite pas. Mais voilà, c'est ce que je voulais aussi un peu préciser. Non seulement je suis d'accord, mais je vais même te dire que ce sont les mots de la fin, il n'y en aura pas d'autres. Tu viens de les prononcer, c'est parfait. Merci beaucoup Maxime. Et donc évidemment, merci beaucoup à vous en général pour nous suivre et nous accompagner dans notre passion des débats, du talk et du sport auto. Maxime, je te souhaite donc de passer plein de bonnes choses d'ici notre prochain rendez-vous. Donc entre Spa, la F1 qui continue, les autres disciplines. Oui, toi comme moi, on va pouvoir suivre ça et on se retrouve donc dans 15 jours pour l'épisode 17. Mais en tout cas, merci pour aujourd'hui, Maxime. Merci et puis, écoute, portez-vous tous bien et à très bientôt. Salut